Cette capacité d'apprentissage permanent, pour moi, elle est clé, en fait, hein. On est dans un monde, alors la tech bouge très vite, mais le monde, bouge très vite. On est quand même dans un contexte, où, comment je reste stable dans à la fois ouvert à ce qui se passe pour pas, partir dans une voie qui vaut plus rien et en même temps suffisamment ancré pour, pas me laisser non plus embarquer par la peur. Tout ce qui se passe dans le monde nous affecte et va affecter aussi les dynamiques dans l'équipe. Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série thématique dédiée aux nos speakers pour le prochain Tech Rock Summit qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2024 à Paris. Je suis Rachel Dubois, je suis coach agile et coach produit chez Spotify et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Claude Thérosier qui viendra nous parler de l'impact des traumas collectifs sur nos comportements. Claude, je suis super contente de t'avoir ici aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Merci Rachel. Bah, écoute, donc je m'appelle Claude Thérosier et moi j'en suis à ma 3e vie professionnelle. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les télécoms. Ensuite j'ai monté ma start-up Magic Makers pour apprendre à coder aux enfants et d'ailleurs je suis passée sur Tech Rock, je crois le premier. J'ai dû être dans les panélistes, donc ça a fait un petit bail et maintenant, je suis coach et facilitatrice. J'accompagne les dirigeants pour, décoincer là où ça bloque, mettre de la conscience quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre par la technique. Souvent, ça se joue ailleurs et donc là, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes sur des process individuels et collectifs avec ma structure que j'ai créée qui s'appelle Résonance. Super, ça a l'air d'être un super beau parcours. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des moments ou des rencontres ou des découvertes qui ont été clés dans ton parcours et dans tes choix professionnels? Et puis, de quoi parlerais-tu dans ce cas-là? Bah, écoute, la première chose qui m'est venue, en tête, c'est, les concours. Donc moi, j'ai fait Mathsup/Maths-P, à l'époque, ça s'appelait encore Mathsup/Maths-P et j'ai eu Télécom Paris. Je remercie le ciel parce que, j'ai pris la meilleure école que j'ai eue, comme beaucoup de gens quand même, dans ce système, des concours, qui existe encore et donc moi, je suis rentrée à la Télécom en 94, quelque chose comme ça et donc j'ai vu, les débuts d'internet, les réseaux mobiles, j'ai appris à programmer. Tu vois? Je pense que ma carrière aurait pas été la même, si j'avais fait des mines ou autre chose, tu vois? J'ai pas vraiment choisi mais ça m'a vraiment projetée dans le monde du futur et dans le monde d'aujourd'hui et donc ça me mène au 2e moment clé, dans ma vie et truc important, bah, c'était les 15 ans de ma promo à Télécom justement où, mes copains de promo avaient fait un événement où ils avaient, interviewé plein de pontes des nouvelles technologies. Je les écoute et là je prends conscience, donc c'est 2012, hein, ça date, c'était il y a 12 ans. Je prends conscience tout d'un coup de la révolution numérique qu'on est en train de vivre, que moi je comprends, bah, parce que par hasard j'ai fait télécom, tu vois? Et je vois que c'est que le début, que les gens n'y comprennent rien et qu'ils ont peur. Et là me vient l'idée de monter ma propre, start-up, Magic Makers, pour apprendre à programmer aux enfants. Parce que vraiment je me dis, en fait, je me revois apprendre à programmer à 20 ans, pas comprendre ce que je fais, enfin tu vois? Vraiment, pas comprendre, pourquoi je le fais, à quoi ça sert, comment ça marche et comprendre a posteriori, devoir faire toute la post-rationalisation, tu vois? Et les gens pensent que c'est compliqué, qu'ils y arriveront jamais, mais si j'apprends aux enfants à programmer, ils vont comprendre et si je leur fais ça de manière ludique, donc nous ils créaient leurs propres jeux vidéo, donc tu penses bien qu'ils adoraient, hein. Du coup, ils voyaient du sens. En fait, c'était ça, c'était redonner du sens, mettre, l'informatique au service, de ce qu'on veut faire avec, donc remettre le projet au centre et du coup, quand tu subordonnes l'apprentissage à ça, ben, les enfants, ils ont envie, ils comprennent et puis le jour, l'idée, c'était de former des adultes qui soient capables de comprendre le monde dans lequel on vit maintenant et qui soient capables d'être acteurs, qui ont un projet et puis ils vont pouvoir créer la solution technique qui va avec ou la faire créer, mais ils vont comprendre. Parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, c'était le 2e moment, donc c'est 2012, hein, où c'est les 15 ans de ma promo, je vois ce truc-là, enfin j'ai l'idée, je quitte SFR, où je coordonnais les gros projets là-bas. Je monte ma start-up, je me prends toute la vague de la Startup Nation, à l'époque. Je rencontre Francis, un AP à l'époque, qui investira chez Magic Makers. C'est comme ça que je suis rentrée aussi, à Tech Rocks à l'époque et donc ça, c'est donc une aventure extraordinaire, hein. Je pars de la page blanche, les cours de code pour enfants, ça existe pas, donc il faut tout créer. La méthode pédagogique, pédagogie active, où on apprend en faisant avec les autres, enfin tout ce qu'on fait pas à l'école en fait, toutes les soft skills dont on a besoin. Enfin, mon idée, si tu veux, c'était les bons développeurs, c'est ceux qui ont appris tout seuls. Aujourd'hui, c'est des autodidactes. Comment, je fais la marche pour les autres, tu vois? Comment tu recrées ça? Exactement. Comment je leur apprends à apprendre? Comment je leur apprends à trouver la solution par eux-mêmes, à quand ils n'y arrivent pas, à demander, à chercher, enfin, à prendre un truc complexe et puis le découper en éléments simples et arriver à faire, voilà. Donc ça m'a beaucoup portée, hein, à l'époque et puis, j'ai développé la boîte pendant 8 ans
de rien à, on avait 80 personnes à la fin, on avait des milliers, je crois j'ai 60 000 enfants qui sont passés dans nos ateliers, pendant la période où j'y étais. Des milliers d'enfants, et on les accompagnait, du CE1 jusqu'à la terminale, jusqu'à leur faire de l'IA, hein. Alors c'était avant que l'IA générative arrive, c'était il y a quelques années quand on a lancé ça, mais on faisait programmer en Python des jeunes fin collège, début lycée, ils programmaient en Python du machine learning pour apprendre, à leur programme à reconnaître des images ou à générer des choses et cetera. Donc vraiment cette notion d'empowerment. J'adore, t'écouter quand tu racontes, tout ce chemin. On sent, que peut-être le projet est dans le passé, mais que la passion, elle est toujours, vivante. Est-ce que tu as encore d'autres, moments découvertes que tu as envie de partager avec nous? Ouais, parce que c'est aussi ce qui m'amène à ce que je fais aujourd'hui et que je ne suis plus à la tête de Magic Makers. Je pense le point de bascule, il a été pendant le covid, pendant le premier confinement, comme pour beaucoup de gens, hein. Puis bon, j'avais beaucoup de choses à gérer et cetera, mais je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était, théorie U, pour ceux qui connaissent, donc je fais des programmes avec la théorie U et là j'entends un mec parler, un Autrichien qui s'appelle Thomas Hübl, je l'avais jamais vu et il parle trauma collectif et là, vraiment il y a un truc, tu vois, 2 neurones qui connectent à nouveau. Ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai eu des Magic Maker, enfin, même si ça m'a pris du temps avant de basculer, et de ne plus être leader de ma boîte pour faire du coaching collectif. Mais c'est vraiment de me dire: «OK, moi je croyais beaucoup au collectif». C'est-à-dire c'est pas que je croyais, c'est que on faisait de l'intelligence collective, du participatif, j'étais beaucoup dans les entreprises libérées, tu vois? J'avais lu Frédéric Laloux et cetera et donc j'avais testé beaucoup de choses et je voyais bien qu'il y a des moments, tout le monde était porté par la mission, tu vois? La passion quand j'en parle, le projet, tout le monde me disait que c'était génial. Il y a un besoin dans la société et pourtant c'était dur, enfin on galérait et me dire: «En fait, quand c'est dur comme ça, ce qui se joue, ça me dépasse et ça vient de plus loin, en fait. C'est des choses héritées du passé dont je me rends même pas compte et me rendre compte que c'est pas juste individuel, c'est pas juste moi, mais que c'est collectif, en fait. C'est des schémas collectifs inconscients qui se répètent. Au moment, si tu veux, là, je l'explique comme ça, là, j'ai entendu le mec parler, je me suis dit: «Il y a un truc, c'est ça que je ça c'est l'étape d'après». J'adresse le problème, je suis plus en train d'essayer de le régler au niveau, je vais apprendre aux enfants à programmer, pour comprendre, le monde dans lequel ils vivent et avoir du pouvoir dessus. C'est comment je vais encore un cran en dessous, en fait. C'est super intéressant. Merci de ce partage. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Donc on a senti la passion, on a senti aussi la curiosité. Selon toi, quelles sont les qualités, qui, caractérisent ton leadership? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon tech leader ou un bon leader tout court dans la tech? Et alors clairement, tu vois, c'est lié à ce que je faisais avec Magic Makers. Pour moi, c'est la capacité d'apprentissage permanent. J'apprends rien à personne quand je dis que la tech change tout le temps et très vite et donc ça veut quand même dire qu'il faut, être ouvert, apprendre, pas rester enferré, sur une façon de faire. C'est la bonne tant qu'elle marche, jusqu'à ce qu'elle marche plus ou qu'il y ait mieux. Donc cette capacité d'apprentissage permanent, pour moi, elle est clé, en fait, hein. On est dans un monde, alors la tech bouge très vite, mais le monde, bouge très vite et même, on peut dire, je pense, instable. Je vais pas te ressortir le cas volatile, j'ai même oublié, tu vois? Complexe et incertain et tout ça, ouais, ouais. Incertain, mais enfin, en plus, on le voit, tu vois? Le covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Israël, les situations politiques en France et dans le monde. On est quand même dans un contexte, où, comment je reste stable dans à la fois ouvert à ce qui se passe pour pas, partir dans une voie qui vaut plus rien, et en même temps suffisamment ancré pour, pas me laisser non plus embarquer par la peur. Oui, comment tu danses avec le chaos quelque part. Exactement, moi je pense qu'on est dans un monde où on danse avec le chaos et il faut identifier ce qui est stable et ce qui l'est pas en fait. Pas se tromper. J'ai cru comprendre en t'écoutant, que tu fonctionnais beaucoup par, rencontre ou par déclic et du coup que c'est ça qui est un peu le fuel de ton inspiration. Mais est-ce que tu as d'autres façons de nourrir cette inspiration-là? Peut-être que ce sont des livres, ou des rencontres, et qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander? Ben, j'en ai cité quelques-uns là, je vais dire les 3 auteurs ou 3 personnes qui ont le plus influencé peut-être ma carrière. Frédéric Laloux et son livre Reinventing Organization. J'avais vu Frédéric Laloux sur scène en 2016 dans les dernières conférences, qu'il a fait. Le bouquin m'a beaucoup inspirée sur d'autres façons de travailler ensemble et enfin toute la théorie qu'il y a derrière sur les niveaux de conscience. Je vais pas en dire plus parce qu'il faudrait, 10 minutes sur le sujet, mais vraiment pour moi, ce livre donne des grilles de lecture sur nos modes de fonctionnement, et le mode de fonctionnement qui varie selon les entreprises, qui est vraiment très, très, très précieux pour comprendre comment fonctionnent les entreprises, les organisations dans lesquelles on est et comment nous on fonctionne, où sont nos aspirations et où on veut aller.
Ça, c'est le premier. Le 2e, c'est Otto Scharmer. C'est, celui qui a inventé la théorie U. Donc c'est un prof du MIT, aux États-Unis, et il a fait un truc phénoménal parce que la théorie U, c'est lui, s'est préoccupé de comment intervient l'innovation, les vraies innovations de rupture, et en gros, il dit un truc qui peut paraître contre-intuitif. Il dit: «L'innovation, elle dépend de l'état intérieur de la personne», et donc c'est quand je vais être ouvert, donc c'est, tu vois, je parlais d'apprentissage permanent. C'est quand je vais être, ouvert mentalement, c'est-à-dire que je vais pouvoir accueillir des nouvelles informations. Mais quand je vais être ouvert aussi émotionnellement, c'est-à-dire que je vais être capable de me mettre à la place de l'autre, là, je vais récupérer d'autres informations. Et quand je vais être capable d'ouvrir, alors lui, il appelle d'ouvrir sa volonté, je vais être capable de lâcher ce que je pense qui doit arriver pour sentir ce qui pourrait arriver de différent. Et lui, il propose des méthodes pour faire ça et le faire émerger et le faire collectivement, en groupe. Et il a quand même formé, 200 000 personnes, je crois. C'est-à-dire qu'il a fait un MOOC gratuit et avec tous les ans, de septembre à décembre, tu as un MOOC sur 3 mois qui tourne où tu as à chaque fois 10 000 à 15 000 personnes qui le font dans le monde. Il a fait des protocoles dans le monde entier, sur des grandes entreprises, donc il apporte vraiment une vision et il l'a fait. Donc c'est le 2e, Otto Scharmer. Puis le 3e, là il est moins connu et c'est un peu plus ésotérique, mais c'est Thomas Hübl, dont je parlais, sur les traumas collectifs, qui est un Autrichien qui a beaucoup travaillé sur quand tu crées des espaces de sécurité entre les personnes, où les personnes, ouais, sont suffisamment en sécurité, ben, il y a les non-dits et l'inconscient qui peut surgir et tu peux processer les choses douloureuses qui sinon restent coincées. Et chaque fois que tu fais ça, tu récupères de la liberté, des nouvelles choses deviennent possibles. Il a beaucoup fait ça notamment, tu vois, sur des trucs, donc trauma collectif, lui il a travaillé sur la Shoah, hein, donc avec, des Allemands, des Israéliens. Donc moi je m'inspire énormément de ça pour voir, alors déjà j'intègre ça dans mon coaching, ça se voit, enfin, sans forcément toujours le dire, enfin là je le dis, hein, mais voilà, c'est des choses que je, tu vois, j'intègre parce que, et je m'interroge aussi beaucoup ce qu'on pourrait faire sur la société française sur ces sujets aussi. Ça fait écho avec un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle, Petit deuil en entreprise, de Malarevitch, que tu dois connaître, j'imagine aussi, et qui parle alors d'une autre, j'imagine d'une autre approche, de cette capacité à intégrer, des changements, un peu traumatiques dans les entreprises et comment les aborder. C'est super intéressant et du coup ça fait aussi un lien vers, ton talk, ce livre dont tu nous parles. J'ai compris que tu étais en train encore d'écrire le talk et je veux pas que tu nous donnes tous les détails, parce que je veux garder vraiment, tout le suspense, tout le contenu, pour, les participants. Mais, selon toi, que va apporter ton talk à tous les tech leaders qui seront présents le 2 et le 3 décembre? Quels sont les 2-3 messages forts que tu as envie de leur faire passer peut-être, ou clés? Ce que j'espère, ce que je pense que ça va leur apporter, c'est du recul, en fait. Un de mes grands apprentissages, ça a été quand tu travailles comme ça sur de la systémique, hein, sur du collectif. Alors c'est déjà c'est déjà de se dire que je ne suis pas seule. En général, quand tu es tech leader, tu as une équipe, et tu as une équipe parce que tu as besoin d'avoir une équipe, pour produire ce que tu dois produire. Donc la notion de comment l'équipe va interagir, c'est clé, en fait, dans ce que tu vas obtenir comme résultat. Et ce truc de «tu n'es pas seul», c'est vraiment, comment j'essaie pas de résoudre les problèmes tout seul, mais j'arrive vraiment à faire de la place pour tout le monde, et comment aussi je vois que je suis, c'est pas, il y a pas les autres et moi, je fais partie du système. Et donc quand ça bloque, hein, parfois disons c'est peut-être pas aussi fluide que ça pourrait l'être, il y a de l'énergie qui est perdue et cetera. Ben, c'est comment, prendre conscience que c'est pas la faute que la enfin parfois, comprenant pourquoi chez moi c'est compliqué, et en entendant pourquoi c'est compliqué chez les autres, il y a quelque chose qui va devenir possible qui l'était pas avant. Donc de prendre du recul et d'avoir cette perspective du global, tu nous dis, en fait. Exactement. Ouais, cette perspective du global, exactement. Quand je suis coincée, que j'ai l'impression que je vois pas la solution, faut arriver à dézoomer, et ça, on n'arrive pas à le faire tout seul. Donc ça, c'est une des grandes idées, et puis l'autre idée, parce que je parle de trauma collectif et c'est quoi le lien et cetera, ben, c'est un peu de se dire qu'il y a pas le monde, les traumas collectifs, les guerres, tout ce qui se passe, et après quand je suis au boulot, je suis juste au boulot et je suis performant et je fais que ça. Et ça, c'est vrai partiellement. Là, c'est l'idée, c'est d'ouvrir son champ de sa perspective, et pour se rendre compte que tout ce qui se passe dans le monde nous affecte et va affecter aussi les dynamiques dans l'équipe, et même, moi, je vais beaucoup plus loin que ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé nous affecte. Ça, c'est les notions de trauma, parce que tu as les traumas individuels. Ce qui m'est arrivé dans mon passé, et sans aller même parler de trauma, juste la façon dont j'ai été élevée, Tu le portes, hein. ouais, c'est surtout que ça va conditionner ta façon de réagir à une situation donnée. À un événement donné, on réagit pas tous de la même manière, et une grande partie ne vient pas de ce qui se passe dans le présent, mais il vient, de comment j'ai appris. Est-ce que j'ai le droit d'exprimer de la colère ou pas? Est-ce qu'il faut absolument que les gens m'aiment ou pas? Enfin, il y a plein de choses qui sont pas conscientes souvent, mais qui vont conditionner.
nos réponses. Ça, c'est sur la partie le développement individuel et donc chaque fois que tu en prends conscience, tu peux récupérer de la liberté. C'est-à-dire que tu peux voir qu'est-ce qui serait presque, la chose que tu aurais pensé que c'était obligé de faire et en fait, ben, peut-être que tu es pas obligé, peut-être qu'il y a une autre réaction et que tu peux tester autre chose et tu récupères de la liberté et tu redeviens plus capable d'agir par rapport à ce qui se passe dans le présent et tu es pas conditionné par le passé. Et en fait ça, l'idée importante que je veux amener, c'est qu'en fait ça, il y a pas que juste ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Parce que ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, ça vient de ce qui est arrivé à mes parents avant et ça vient de ce qui est arrivé à leurs parents avant. Donc ça, c'est le transgénérationnel. Et en général, ce qui est arrivé à tes parents, à nous, mais aussi à nos parents et aux parents avant, c'est ce qui s'est passé, dans l'histoire. Tu regardes le siècle dernier, 2 guerres mondiales, les guerres de décolonisation quand même, hein. La guerre d'Algérie, on envoyait les conscrits, en Algérie dans les années 30, 3 ans là-bas, hein, donc ça a impacté énormément la société française et en fait, tout ça, quand il y a des choses qui ont été difficiles à vivre et même presque on va être dans un déni sociétal, en fait. C'est la 1re réaction et c'est tout à fait normal, c'est le mécanisme de protection. On va le mettre de côté. Sauf que ça va conditionner nos comportements et on va pas s'en rendre compte et on va être enferré dans des choses potentiellement. Et donc plus j'arrive à mettre de la conscience dessus, plus je vais être libre. Après je peux prendre pour faire des exemples peut-être plus concrets et montrer que les guerres et cetera, quel impact ça peut avoir sur une entreprise aujourd'hui. On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup de patriarcat, sexisme, diversité et en fait, il y a aujourd'hui ce qui se passe, le comportement déplacé que je peux avoir par rapport à une femme, mais en fait, c'est mettre ça en perspective sur, le sexisme. Ça vient d'une culture patriarcale, ça vient d'une culture où, dans les années, je crois que les femmes mariées ont pu avoir un compte en banque séparé en 70 et quelques. C'est assez récent, enfin, tu vois? Donc si tu vois, il y a 50 ans, donc c'est l'époque de nos mères et après de nos grands-parents, tu vois? Où les femmes, elles dépendaient complètement des hommes pour survivre. Donc elles ont appris à plaire à l'homme. Enfin, il y a plein de manières différentes de réagir à ça, mais il y avait une situation sociétale complète où les hommes et les femmes ont appris à interagir selon ces codes-là. Et aujourd'hui, on arrive à une époque où on commence à mettre de la conscience dessus, à dire: «Et en fait, c'est peut-être pas complètement normal». C'est clair qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se sont faites sur ces thématiques-là. En t'écoutant, je me rends compte que ton talk, il est très, très, très riche. Il couvre beaucoup d'aspects et encore une fois, on veut pas tout dire parce qu'on veut garder, le meilleur pour les tech leaders. Peut-être en teaser, en appetizer, pourquoi voudrait-il ou devrait-il ou devrait-elle d'ailleurs venir t'écouter, le 2 et le 3 décembre? Pour récupérer de la liberté dans les situations qui coincent. C'est presque un slogan, ça a un côté accrocheur, très, très, très bien. Super. Est-ce que tu as envie de nous partager encore une dernière pépite, un dernier, cadeau comme tu viens de le faire généreusement, pendant cette interview? Écoute, j'ose pas là, j'ai peur d'en avoir trop dit déjà. C'était parfait, t'inquiète pas. Si peut-être, une petite surprise. Enfin, l'idée, c'est quand même aussi qu'ils repartent avec, peut-être des choses activables. Tu vois? Que ce soit pas juste un talk théorique, mais qu'il y ait peut-être 1 ou 2 pratiques, qu'ils peuvent après tester pour voir comment ça les aide à comprendre ce qu'ils jouent dans une situation et du coup, à choisir une route un peu différente à chaque fois. C'est intéressant ça parce que, bien sûr, on a parlé des guerres et de tout ce qui s'est passé dans les siècles précédents, mais aujourd'hui, la situation, elle est quand même, tendue, pour les tech leaders, de la France, mais dans le monde entier. On connaît les pressions économiques, on sait que l'année dernière, il y a eu beaucoup de layoffs et tout ça, c'est quand même aussi des traumatismes, à savoir, accompagner, entendre, gérer, donc je suis très contente de savoir que tu vas leur donner, des clés, concrètes et pratiques pour les aider dans ces situations-là. Merci beaucoup, pour cette, conversation Claude. J'aurais pu passer des heures à t'écouter parler, donc je pense que ça va être le cas de nos auditeurs. J'ai vraiment hâte de te retrouver, à Tech Rocks. Donc on se retrouve tous à Tech Rocks le 2 et 3 décembre 2024. Notez bien ça dans vos agendas. Si vous n'avez pas encore vos places, c'est encore le moment. Donc allez-y, puis bon été.